Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour ce chapitre 20 donc, qui va porter sur les quelques techniques qu'on a en chimie organique. Donc là c'est plutôt un chapitre qui va faire un peu l'inventaire de toutes les techniques qui existent en chimie organique, sachant qu'on n'aura pas le temps de toutes les faire, donc on va plutôt survoler, c'est plutôt théorique. C'est censé, donc ce chapitre en fait c'est plutôt des schémas à connaître par cœur, des techniques à connaître, sachant que certaines ont été faites, donc ça sera beaucoup plus concret pour vous et d'autres seront juste abordées d'un point de vue théorique. Donc c'est parti pour ce chapitre 20. On commence donc par le chauffage à reflux. Donc chauffage à reflux qui est une technique largement répandue, qui est une technique qui permet donc de chauffer tout simplement qu'on fait une synthèse en chimie. Donc là je vous ai mis le schéma qui va être à compléter. Donc en gros avec le ballon, le chauffe-ballon, l'élévateur pour des raisons de sécurité qui doit être élevé, hein. L'intérêt de l'élévateur c'est que si le mélange s'emballe, et qu'on a un chauffe-ballon qui est électrique, on a beau mettre à zéro, ça ne va pas s'arrêter de chauffer, ben pour pouvoir mettre le milieu en sécurité, on va baisser l'élévateur, et vu que le ballon est suspendu à la potence via cette pince et cette voie de serrage, ben sur le coup il ne sera plus en contact avec le chauffe-ballon, ce qui fait qu'on va tout de suite le retirer du foyer électrique. L'intérieur va s'appeler le milieu réactionnel, et bien sûr la base de ceci c'est le réfrigérant. Le réfrigérant donc, qui permet, donc en gros ça va chauffer, ça va monter, mais grâce à la circulation d'eau, en fait ça va redescendre à chaque fois. Donc sur le coup, ça permet donc de chauffer sans perte de matière. Ça, c'est une question qu'on vous pose. On peut poser quels sont les intérêts du chauffage à reflux. Et permet également, hop, allez en direct. Et ça permet aussi d'accélérer la réaction chimique, puisqu'on a vu dans le chapitre de cinétique que tout chauffage accélère la réaction chimique. Également, les choses à compléter sur ce dessin, c'est le sens de circulation de l'eau, ou quand vous allez faire le montage, il faut savoir que la montée de l'eau est toujours de type ascendante, c'est-à-dire que l'eau rentre par là-bas et ressort par le haut, ce qui permet en fait d'avoir de l'eau en permanence. Si c'était l'inverse, l'eau ne ferait que couler et le réfrigérant ne serait pas rempli. Donc les réfrigérants sont toujours de type ascendant, et donc on se retrouve avec de l'eau froide qui circule en permanence, ce qui permet donc effectivement de condenser à chaque fois les vapeurs. Parfois on va mettre également un thermomètre à ce niveau-là pour se rendre compte de la température du milieu réactionnel. Donc premier schéma à connaître par cœur, et premier schéma aussi à savoir réaliser en TP. Le séchage. Il y a deux façons de sécher. Soit c'est un solide, et dans ce cas-là, dans une étuve avec un papier absorbant, soit c'est une phase organique, et donc là, pour sécher une phase organique, en fait, il peut y avoir des traces d'eau parce on a fait une mauvaise séparation avec l'ampoule à décanter. Dans ce cas-là, il faut ajouter une pointe de sulfate de magnésium anhydre, qui va, lui, étant anhydre, va absorber toute l'eau, et donc ensuite, il suffit de filtrer pour éliminer ce sulfate de magnésium anhydre, et donc ensuite, on a retiré l'eau de la phase organique. Le relargage, autre technique que vous pouvez être amené à faire en TP, tout simplement une solution de chlore de sodium qui serait plutôt saturée, d'accord. On va la rajouter à la phase aqueuse. Sur le coup qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en gros, tout simplement, toute la matière organique qui était dans la phase aqueuse va être éjectée. Puisqu'en gros, on a, comment vous expliquer, les matières organiques sont très très peu solubles dans l'eau et encore moins dans l'eau salée. Donc sur le coup, elles vont se transférer en phase organique. Et puis parfois, c'est également intéressant parce que ça va augmenter la densité de la phase aqueuse et ça va permettre une meilleure séparation, surtout si la phase organique a une densité aux alentours de 0,8 ou de 0,9. Donc surtout pour le relargage, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet donc d'éjecter les matières organiques de l'eau. Vous aurez tendance également aussi à laver. Donc là, on va plutôt laver en général une phase organique. Donc en gros, pour laver, on va prendre une solution d'hydrogénocarbonate de sodium, 5-10%, qui soit, voire 20%, qui soit saturée. Et en gros, donc on va avoir une réaction chimique. Je vous ai mis ici les couples qui nous intéressent. Donc en gros, RCOH, c'est plutôt l'acide qu'on a utilisé pour faire par exemple la synthèse organique. Et HCO3-, c'est l'un des ions qui est présent dans l'hydrogénocarbonate de sodium. Il va y avoir cette réaction chimique que, qui va avoir lieu. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans cette réaction chimique? Et bien l'acide est éliminé par l'ion hydrogénocarbonate. On va fabriquer RCO- qui est un ion carboxylate. Étant donné que cet anion, il va passer en phase aqueuse, et également CO2,H2O, ça veut dire que c'est du dioxyde de carbone. Donc quand on fait un lavage d'une solution, ça s'accompagne d'une effervescence. En général, là, ça se fait dans une ampoule à décanter, et ensuite il faut penser à dégazer cette ampoule à décanter pour éliminer le CO2, le dioxyde de carbone, qui est produit. L'extraction liquide-liquide, bon c'est tout simple, hein, ça se fait, donc ça va séparer deux phases liquides qui sont non miscibles entre elles. Ce serait tout simplement avec une ampoule à décanter. Là, je ne vous apprends pas grand-chose. Il faut savoir que donc on aura toujours deux phases, une organique
et une aqueuse, et qu'en général, la phase inférieure, c'est pas forcément la phase aqueuse, hein, c'est la phase la plus dense. Il est vrai que quand souvent la phase organique a une densité inférieure à 1, mais il existe des solvants organiques qui ont une densité qui est supérieure à 1 et qui peuvent se retrouver au fond. Donc la règle, c'est tout simplement la phase la plus dense, c'est la phase inférieure. Vous pouvez être également amené à faire une filtration, mais il existe une filtration qui est un peu plus rapide, parce qu'une filtration, ça peut prendre pas mal de temps, donc il existe la filtration sous vide. Donc je vous ai mis le schéma, donc c'est une filtration en fait qui se fait sous vide, c'est-à-dire qu'elle se fait avec une fiole à vide, et là vous allez vous diriger vers une trompe à eau type Bernoulli, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une trompe à eau? On fait couler de l'eau et ça crée une dépression qui a tendance à aspirer l'air. Sur le coup, ce qu'on va mettre ici, hein, ben, ça va être aspiré et ça va tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, hein, ça permet de séparer plus rapidement un solide d'une phase liquide. Le schéma, ben, qu'est-ce qui va rester? Ben, ce qui reste à ce niveau-là, on parle de résidus. Vous avez en général un entonnoir qui est assez spécifique, qui est en forme de pommeau de douche, ou en général, alors quand on est plus riche, c'est plutôt avec du verre frité. C'est l'entonnoir Büchner. On a également un papier filtre hein, pour pouvoir retenir notre résidu. La verrie qui permet de faire ça, en fait, il y a un tuyau qui va passer là, qui va donc vers le robinet, la trompe de Bernoulli, qui est donc la fiole à vide. Et donc ce qu'on recueille, c'est le filtrat. Ensuite, une extraction par solvant, c'est également une autre technique d'extraction qu'on essaiera de voir en exercice. Donc en gros, hein, c'est une technique qui consiste à faire passer une entité d'une phase où les est soluble à une autre. Ça permet par exemple hein, de retirer, comme c'est écrit, certains composés de leur matrice végétale. La distillation, autre technique classique, donc là on est même sur la distillation fractionnée. Donc en gros, ça va permettre de séparer deux liquides qui sont miscibles, donc par exemple de l'eau et de l'alcool. L'eau a une température d'ébullition de 100 degrés, l'alcool a une température d'ébullition aux alentours de 80, 78 degrés, si ma mémoire est bonne, peut-être 79. Et en gros, bah, c'est le liquide volatile qui va partir en premier. Donc qu'est-ce que c'est un liquide volatile? C'est le liquide qui a la température d'ébullition la plus faible. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va bouillir. Là, ça va passer dans cet élément hein, que je n'ai pas légendé. Donc ça s'appelle une colonne de Vigreux. D'accord? Donc c'est une colonne avec des petits pics. Donc je répète, colonne de Vigreux avec un X à la fin. Donc en gros, ça va monter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Ça va monter au bout d'un moment. Ça va passer par le réfrigérant qui est toujours de type ascendant. Et donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, on va recueillir de l'alcool et l'eau va rester là. Seulement, c'est ce qui se passe d'un point de vue idéal. En gros, hein, tout simplement, l'alcool va quand même être accompagné d'eau. Donc on aura en fait une séparation qui ne sera pas parfaite puisqu'ici on aura un mélange d'eau plus alcool. Le mélange, je vous rappelle, hein, s'appelle lors d'une distillation, bah, comme une filtration ça s'appelle le filtrat, pour une distillation ça s'appelle le distillat avec un T à la fin. J'en ai profité également pour vous rajouter le sens de circulation de l'eau. Encore un réfrigérant ascendant, l'eau rentre par le bas et ressort par le haut. Recristallisation. Là également, c'est pas une technique qu'on aura le temps de faire, ça permet de purifier un solide. Elle se passe en deux temps. Dans un premier temps, on va mettre le solide, hein, donc c'est un solide qu'on recristallise, dans un solvant où il est soluble à chaud. D'accord? Ça va permettre d'enlever les impuretés, c'est écrit ici, qui sont insolubles à chaud, puisque lui, le solvant, sera soluble à chaud, donc sur le coup, tout ce qui est insoluble à chaud, on va pouvoir l'enlever. Ensuite, il va falloir penser également à mettre ce solide dans un solvant où il est peu soluble. Donc en général, c'est les mêmes. Et dans ce cas-là, eh ben, on va pouvoir enlever les impuretés qui sont solubles à froid. Donc, pour avoir un bon solvant, pour pouvoir faire ces techniques de purification, il faut que le solide qu'on veut purifier soit à la fois peu soluble dans ce solvant et soluble dans ce solvant. En général, hein, ce solvant séparationnel, il se peut que ça soit tout simplement l'eau. Si on veut récupérer un solide qui est dissous dans un solvant, on peut utiliser un évaporateur rotatif. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le solvant, qui est en général un solvant plutôt organique, va s'évaporer, non pas en chauffant, mais en réduisant la pression. En réduisant la pression, on peut faire
évaporer facilement les solvants organiques. Sur le coup, le solvant va s'évaporer, on va pouvoir le récupérer via l'évaporateur rotatif, il va nous rester plus que le solide. Vous avez en bas, ici, le schéma de principe, on en a au lycée, d'un évaporateur rotatif, donc vous voyez, on a là-dedans notre solvant organique avec notre solide. Parfois on va recourir à un bain chauffant, et donc là on est vers le vide, c'est-à-dire qu'on est à pression réduite. Au niveau de ce ballon, on va récupérer le solvant pour pas qu'il s'évapore dans la nature, parce que les solvants organiques sont toujours dangereux. Et donc là, on récupère en général uniquement notre solide, qui aurait donc débarrassé de son solvant organique. Je continue. On passe également à deux techniques d'identification. Donc, des techniques d'identification qu'on peut retrouver, c'est par exemple, pour pouvoir, quand on fait une synthèse organique, en gros, il faut se dire, ok, mais est-ce que j'ai fabriqué la bonne chose? Donc, il existe plusieurs moyens d'identifier. On a par exemple, par mesure des paramètres physiques, tels que la température de fusion. Par exemple, si votre composé, vous savez qu'il fond à 218 degrés, si vous caractérisez un solide et qu'il fond à 218 degrés, c'est bon. Vous savez que c'est lui, parce que tous les composés ne vont pas fondre à 218 degrés. Donc ça se fait avec un banc de Koffler. Si vous voulez plutôt mesurer une température d'ébullition, ça se fait avec un appareil de Buchy. C'est une sorte d'appareil, une sorte de bain d'huile, c'est avec une loupe, où on voit en gros le liquide qui peut se transformer sous forme de gaz, donc on voit une petite bulle qui se forme, et dans ce cas-là, on va mesurer la température d'ébullition. Si par le plus grand des hasards, vous observez que le Soleil a une température de fusion qui est légèrement inférieure à 1 ou 2 degrés, et c'est également une technique pour voir s'il y a des impuretés ou pas, parce que quand il y a des impuretés, ça a toujours tendance à baisser légèrement la température de fusion, d'accord? Par exemple, l'eau, l'eau, vous savez que ça fond à 0 degré, de l'eau avec du sel, ça peut fondre par exemple à moins 2 degrés. Le bond de Koffler, vous l'avez ici, en gros, en photo. Il s'agit d'un bond, on verra peut-être dans quelques instants une vidéo, mais en gros, on a un gradient de température, on démarre vers les 50 degrés Celsius, on démarre ensuite vers les 250, et donc c'est un banc qui possède un gradient de température. Je pense que le plus intéressant pour voir comment ça marche, c'est une petite vidéo à la fin de ce chapitre. Autre technique de chromatographie que vous avez peut-être rencontré au cours de scalarité. Donc, nouveau schéma. On met ça dans une cuve qui s'appelle une cuve à chromatographie, qui est toujours munie d'un couvercle. L'intérêt du couvercle, c'est qu'en fait, en gros, vous avez un éluant, le solvant comme à l'intérieur d'une chromatographie, c'est un éluant. Ça va permettre qu'il ne va pas s'évaporer. Donc déjà, une bonne chose pour nous, qu'on ne récupère pas ces éluants qui sont souvent organiques. Et puis en plus, ça permet de saturer la cuve en vapeur d'éluant, ce qui fait que ça va monter plus vite. Je vous rappelle, en fait, le principe de la chromatographie. Vous avez donc une île de dépôt où vous déposez vos échantillons à identifier, d'accord? Donc en général, c'est toujours un composé à analyser, un échantillon de référence, d'accord? Vous déposez ça sur une plaque de silice ou un papier filtre. Donc papier filtre si les taches sont visibles. Plaque de silice, elle est sensible aux UV si vous avez besoin que vos taches soient invisibles et vous avez besoin de les révéler sous UV. Et donc en gros, voilà comment ce qui va se passer. Donc vos taches sont ici. Donc l'éluant va monter par capillarité comme le canard, c'est-à-dire comme votre petit sucre dans votre café, où le café va monter donc, dans le carré de sucre. Donc ça va entraîner avec soi les taches. Selon la solubilité de l'entité, ça va monter plus ou moins vite. Si c'est très soluble, ça va monter pratiquement avec l'éluant. Et si c'est plus ou moins soluble, ça ne va pas monter en mettant l'éluant, ça va peut-être mettre du temps à monter. Et donc en gros, ça va monter, et on va arrêter cette montée de l'éluant à ce deuxième trait qui s'appelle le front de l'éluant. On retire ensuite la plaque, et en gros, commencer si on a le bon composé, si les tâches sont à la même hauteur par rapport au composé à analyser, on sait que c'est par rapport plutôt au composé de référence, on sait que c'est le composé de référence, et si les tâches ne sont pas à la même hauteur, il s'agit de deux composés qui sont différents. Donc, voilà pour la légende, et donc en gros, ça c'est important, la chromatographie est donc une technique d'identification par séparation, d'accord? C'est-à-dire, en gros, que c'est grâce en séparant les entités qu'on va pouvoir identifier ce que possède le composé. Si par exemple il y a plusieurs tâches, on est en présence d'un mélange chimique, c'est-à-dire qui contient plusieurs espèces chimiques. Il y a une petite formule qui peut être pratique, des fois pour caractériser une entité chimique, on va faire son rapport frontal. Donc le rapport frontal, on part de la ligne de dépôt, on va jusqu'à la tâche, et on va diviser par la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant.
ça va vous donner donc une valeur qui sera comprise forcément entre 0 et 1, qui est caractéristique du composé. C'est intéressant, surtout par exemple qu'on a des plaques de chromatographie qui sont de tailles différentes. Lui, le rapport frontal sera le même quelle que soit la taille de la plaque de chromatographie. Donc voilà pour la définition, du moins pour la formule du rapport frontal. Enfin, dernière chose, puisqu'on a eu très peu de formules, quand on fait une synthèse organique, ben, c'est toujours la course dans les industries. Ok, ce que j'ai fait c'est bien, mais est-ce que j'ai un bon rendement? Donc le rendement, voici son symbole, on pourra trouver tout simplement R dans la littérature, ou cette lettre grecque, eta, sans l'accent, hein, donc eta, qui est ici. Donc en fait, il y a deux façons de calculer. C'est la masse expérimentale, donc celle que vous avez à l'issue de l'expérience, divisée par la masse maximale, ou la quantité de matière expérimentale divisée par la quantité de matière maximale. Et pour avoir accès à la masse maximale ou la quantité de matière maximale, mauvaise nouvelle pour vous, ça se fait via un tableau d'avancement, où on recherche en fait ce qu'on appelle Xmax, qui sera donc par exemple Nmax dans quelques cas, et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir calculer le rendement. Donc c'est ce qu'on trouve dans tout bon exercice de chimie organique, toujours calculer le rendement de l'expérience, et quand vous allez faire effectivement des synthèses, vous serez souvent amené à calculer ce fameux rendement. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre? Tout simplement les différentes techniques, les schémas, tout ce qui existe. Les définitions, on est plus donc sur du par cœur, sachant que j'espère que ça sera beaucoup plus concret pour vous quand vous aurez fait quelques manipulations de chimie organique. Ce qu'on va faire maintenant pour conclure ce chapitre, donc comme je vous l'avais dit, c'est l'explication du band Koffler, donc je me dis qui dispose d'un gradient de température. Et donc en gros, ce band Koffler qu'on possède au lycée avant, il faut toujours l'étalonner. Donc avant, il y a un temps de chauffe qui devint une demi-heure. Ce temps de chauffe, il est important parce qu'il faut que le gradient de température puisse s'établir. Et donc avant, on va l'étalonner. Donc la personne ici qui nous montre en exemple va déposer une poudre, donc elle connaît parfaitement, vous avez vu au départ les échantillons, donc elle connaît parfaitement la température de fusion. On va ensuite étaler son petit rail, d'accord. Et puis ensuite, vous voyez qu'il continue à l'étaler. Et puis, alors on va le voir, je ne sais pas si on voit bien ici, il va y avoir des bulles, des petites bulles qui vont se former. Et donc, en fait, c'est l'endroit où on ne voit plus la traînée de poudre. Et donc, en gros, c'est ici la température de fusion. Ensuite, on dépose un petit onglet pour régler exactement la température de fusion du produit. Donc là, visiblement, il a réglé à 163 degrés Celsius. Et donc ensuite, tout simplement, on va mettre notre produit qu'on désire identifier. Et donc, si on trouve, comme je vous l'ai dit, la même température de fusion, et il s'agit bien du produit qu'on a fabriqué. Donc, de nouveau, la personne va étaler. Là, on voit bien, ça se fond pile à un endroit, quoi. Moi, j'adore cet appareil. Et donc, effectivement, là, il suffit de lire exactement où on arrête le petit crochet. Et donc là, on a la température de fusion. Donc, je rappelle le principe. Température de fusion qui est exacte, et c'est le bon produit. Et si on a des impuretés, c'est qu'on aura une température de fusion qui sera légèrement inférieure. Voilà, fin de ce chapitre. Merci de votre attention. C'est peut-être la dernière vidéo, ou pas, je sais pas, mais c'est probable. Merci de votre attention. Et donc, à bientôt.